De la CAPSI au Front commun, quelle est exactement la position du PDCI-RDA qui se retrouve aujourd'hui sur deux fronts pour une même cause? Deuxième congrès ordinaire du RHDP, le parti présidentiel réalise une véritable démonstration de force ce week-end. Enfin, le président de la République, Alassane Ouattara, qui maintient le suspense quant à sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Merci à vous de nous rejoindre dans l'Intelligent Club de ce lundi. Un invité ce soir, Klubali Petonki, président du FIPAO et membre du RHDP au pouvoir. On se retrouve dans quelques instants. La coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAPSI, a finalement réagi à la formation du Front commun. La coalition dit prendre acte de la création de ce front qui réunit les deux principales formations de l'opposition, le PDCI-RDA et le PPACI. Soro Djabiga, bonsoir. Bonsoir Adji. Jean-Richard Nguessan, bonsoir également à vous. Bonsoir Adji, bonsoir à tous. Et Klubali Petonki, bonsoir. Heureux de vous revoir à nouveau sur ce plateau. Bonsoir, merci. Alors, Soro Djabiga, la CAPSI dit prendre acte de la formation par le PDCI et le PPACI du Front commun. Quelle est votre lecture du communiqué produit ce week-end par la coalition d'opposition, toujours dirigée par le PDCI et dans lequel le PDCI affirme toujours demeurer? C'est une bonne dynamique. Je l'ai dit sur ce plateau, j'ai dit que l'accord qui liait les partis membres de la CAPSI n'était pas exclusif. Et la rencontre l'a confirmé. Les partis ont acté la signature et on sent une certaine convergence vers cette dynamique-là. On sent que les différents partis qui composent la CAPSI vont converger d'un moment à l'autre vers la dynamique du Front national qui est en train de se créer. Du Front commun. Du Front commun qui a déjà été acté par deux grands partis, les deux puissantes formations de l'opposition. Mais je me suis quand même interrogé sur le communiqué que la CAPSI a produit conformément à la dernière déclaration de la CEI. La CAPSI a tout de suite affirmé sa position, son hostilité, je peux même dire, par rapport au processus de parrainage qui est enclenché. Et on se pose tout de suite la question de savoir si la CAPSI décide de ne pas prendre part au processus de parrainage, qu'en sera-t-il de la candidature de Tidjane Thiam? On sent qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de... Les actions ne sont pas synchronisées au sein de la CAPSI. J'ai l'impression que chacun fait ces choses de façon simultanée. Parce que nous avons eu le temps de contacter certains leaders de la CAPSI lors de la signature de la convention avec le PDCI et le PPACI. Ces derniers ont manifesté leur mécontentement. Qui étaient membres de la CAPSI ont dit qu'ils n'ont pas été contactés, qu'ils n'ont pas été invités par rapport à cette convention-là. Et là, on voit maintenant la déclaration de la CAPSI qui refuse d'adhérer au processus de parrainage. Du coup, on se demande, mais si le candidat de la CAPSI, le candidat déclaré que Tidjane Thiam ne prend pas part au parrainage, comment fera-t-il pour être candidat? Déjà qu'il appelle à une nouvelle RLE. Bon, ici, la question, c'est de savoir justement la quintessence du communiqué. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? D'autant plus que l'on remarque une phrase dans la déclaration de la CAPSI. La CAPSI tient pour sa part à assurer les Ivoiriens, je cite le communiqué, qu'elle continue avec l'ensemble de ses membres sa marche unitaire en vue d'obtenir le dialogue politique. Alors là, elle parle de marche unitaire. Est-ce que c'est une invitation, Jean-Richard, quelque part au PPACI à rejoindre les rangs de la CAPSI, puisque le PDCI y figure déjà? Vous savez, on est plus ou moins tous informés de l'appel de Daokro en juillet 2024. Malheureusement, cet appel n'a pas prospéré. Et vous savez, lorsque le PDCI décide de marcher aujourd'hui avec le PPACI, il est normal que certains au niveau de la CAPSI se posent des questions parce qu'on sait plus ou moins les rapports que le président Laurent Gbagbo a avec certains membres de la CAPSI, notamment Charles Blé Goudé, dont il refuse encore de prononcer le nom, les rapports avec son ex-épouse. Donc on sait que les rencontres entreprises au sorti de l'appel de Benoît ont été des rencontres qui n'ont pas porté énormément de fruits. Très peu de partis s'étaient engagés à suivre Laurent Gbagbo dans cette dynamique.
Et au regard, malheureusement, de cet échec, il a décidé de poursuivre avec le mouvement Trop c'est trop. Et lorsqu'il lançait ce mouvement Trop c'est trop, il rappelait que c'est un cri de cœur, un cri de ralliement vis-à-vis des injustices que certaines personnes auraient vécues ou auraient subies. Il disait, et je rappelle ces citations, nous devons revenir tous à... Nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras, la vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. Il a compris, comme j'aime à le dire, que l'appel de Benoît n'avait pas prospéré. Donc aujourd'hui, il lance le mouvement Trop c'est trop. Le PDCI décide de s'engager dans ce mouvement-là, mais très peu de partis politiques qui font partie de la CAPSI n'ont pas forcément suivi ce mouvement. Aujourd'hui, la CAPSI semble se mettre dans une posture d'entité unificatrice de l'opposition. Quand on lit qu'elle déclare qu'elle reste dans sa logique unitaire, elle se dit quelque part, c'est au PPACI de nous rejoindre et non le contraire. D'autant plus que le PPACI est un parti seul, qui évolue quasiment seul avec sa petite coalition, avec l'appel de Benoît que vous avez évoqué à l'instant. Alors la CAPSI se dit prête visiblement, sans le nommer clairement, à accueillir le PPACI, mais il serait visiblement difficile pour les membres de la coalition de rallier le Front commun, même si Boni Claverie réclame également l'élargissement du Front commun aux autres partis politiques. Nous attendons de voir véritablement le contenu de ce Front commun. C'est vrai qu'on n'a pas encore tous les contours de ce Front commun, mais on sait plus ou moins la posture du président Laurent Gbagbo vis-à-vis de ses ex-partenaires. Et aujourd'hui, je pense que il revient beaucoup plus au PDCI de jouer le rôle de ce... qui va jouer de catalyseur pour réunir les partis politiques membres de la CAPSI et le PPACI. Laurent Gbagbo aurait pu le faire, mais malheureusement, il est dans une posture où il regarde d'un certain œil encore ses ex-partenaires. Je pense que c'est bien dommage. Alors, avant de donner la parole à Pétonki Coulibaly, Soro Djabika, vous aviez envie de répondre assez rapidement. Oui, je réagis sur deux points. D'abord, l'appel de Benoît n'a pas été un échec. L'appel de Benoît n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et le mouvement Trop c'est trop qui a été lancé est une suite. Il n'a pas été lancé parce que l'appel de Benoît est mort. L'appel de Benoît n'a pas été lancé à l'endroit des partis politiques seulement. Il a été lancé à tous les Ivoiriens, à tous les mouvements citoyens, à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais et à la suite de l'appel de Benoît... Lorsque l'appel a été lancé, il n'y a pas eu de réaction. À la suite... Mais est-ce que à la suite, il va me laisser parler. Mais moi, je vais pas le laisser parler. Vous aurez l'occasion. Est-ce que l'appel... Je ne vais pas le laisser parler. Permettez qu'il finisse. Quels sont les partis politiques qui ont réagi favorablement à l'appel de Benoît? Moi, j'ai envie de savoir. Est-ce qu'il y a un parti... Qu'il me laisse parler. Pourquoi il ne veut pas que je parle? Allez-y assez rapidement. À la suite de l'appel de Benoît, Laurent Gbagbo a envoyé Dano Djedje rencontrer tous les partis politiques en vue d'adhérer à l'appel. Les réunions étaient à la suite de cela, il y a eu 38 partis politiques et mouvements citoyens au total. On ne peut pas donner le timing. Mais il y a eu 38 organisations citoyennes et partis politiques qui ont adhéré. Ces mouvements-là étaient présents. Le jour de la signature de la convention, ils étaient dans la salle. Et je peux vous donner même 3 entités qui étaient présentes. Donc, il ne faut pas faire des fixations seulement si les partis politiques. Il n'y a pas que eux qui occupent le paysage politique en Côte d'Ivoire. Très bien, vous aurez compris. Alors, Coulibaly Pétonki, votre lecture justement de la démarche de la CAPSI, qui, après la signature de la convention entre le PDCI et le PPACI, semble ne pas être forcément encline à suivre le parti leader de la coalition dans sa nouvelle aventure avec le PDC. Vous qui êtes membre du parti au pouvoir, quel est votre regard là-dessus? Bon, nous commençons par une interrogation. Qu'est-ce qui peut unir, qu'est-ce qui peut diviser, qu'est-ce qui peut rassembler? De notre point de vue, CAPSI, PPACI, c'est des visions différentes. L'autre veut négocier, l'autre veut faire la bagarre. Est-ce que c'est possible de les unir? Ils ont tous les mêmes revendications. Non, pas tous les mêmes revendications. C'est-à-dire? Mais les revendications pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la réintégration à des élections inclusives, transparentes, démocratiques. Non, pour arriver à une Côte d'Ivoire développée, à une Côte d'Ivoire en paix. Et pour l'autre, c'est la bagarre. Pour les autres, c'est la négociation. Mais vous n'avez pas pu garantir ça aux Ivoiriens pendant 15 ans. Attendez, Soro Djabiga, est-ce que de façon définitive, que l'on se situe à la CAPSI ou au Front commun, on ne porte pas les mêmes revendications? Est-ce que justifie justement le rapprochement? On peut trouver pour
pour concilier la CAPSI le trait d'union là. Permettez qu'il finisse. Comment on peut, parce que on va le laisser s'exprimer. Quelqu'un qui veut la bagarre et quelqu'un, quand on prend l'historique du FPI jusqu'au PPACI, on remarque que c'est des gens qui ont fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Et il est bon de le reconnaître. Ils ont fait trop de mal. Plus que les partis politiques, les déchets toxiques, qui ont, la mauvaise gouvernance. Les déchets toxiques, c'était les étudiants qui frappent les juges et comme on appelle les professeurs qui ne peuvent pas enseigner. Mais je dis, quand on parle de PPACI aujourd'hui, moi je pense que c'est parce que notre président, le docteur Alassane Dramane Ouattara, est si gentil. Sinon, c'est des partis à interdire. C'est des personnalités très bien. Alors, si Laurent Gbagbo n'a pas lutté pour la démocratie, on va avancer. Non, permettez qu'on avance, j'en viens. On va avancer assez rapidement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent, après on a la sortie également de Danielle Boni-Claverie, elle est membre fondatrice de la CAPSI, et qu'est-ce qu'elle déclare dans le communiqué que son parti, l'URD, a produit aujourd'hui. Elle indique justement que le rapprochement entre les deux partis dans le cadre du Front commun est salutaire. Pour elle, cela marque une avancée majeure dans la constitution d'un véritable front commun, et elle estime que cet outil est capable de porter les revendications de l'opposition. Dans le même temps, elle appelle à l'élargissement de ce front commun, comme si c'était un peu une invite aux autres membres de la CAPSI à rejoindre cette entité fédératrice-là. C'est sa démarche, sa lecture des choses. Elle est clairement favorable à la naissance du front commun, mais dans le même temps, la CAPSI, pour les autres membres en dehors du PDCI, ne semble pas véritablement intéressée dans ce projet-là. Ils vous disent clairement que la CAPSI demeure le cadre unitaire dans lequel l'opposition doit s'inscrire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un risque de fissure entre la CAPSI et le Front commun? Il ne peut pas avoir un risque de fissure. C'est une question de rapport de force. Le PDCI a d'abord signé un accord avec la CAPSI. Suite à cet accord-là, nous avons assisté à la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Aujourd'hui, Tidjane Thiam se retrouve sans certificat de nationalité. C'est-à-dire que la CAPSI n'a pas été assez poignante, n'a pas été assez puissante pour pouvoir contraindre le gouvernement à accéder à cette demande. Et le contraindre comment? Mais par les déclarations, par sa capacité de mobilisation, par ses moyens, par le potentiel dont il dispose. Chaque parti doit disposer quand même d'un potentiel, soit au plan diplomatique, soit par la mobilisation, ou au plan politique, ou par l'influence qu'elle peut avoir sur, je sais pas, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Mais la CAPSI n'a pas pu disposer de ces moyens-là aujourd'hui pour pouvoir empêcher et pour pouvoir éviter que cela arrive à Tidjane Thiam qui est en Europe depuis près de 3 mois maintenant. Mais comme si elle a mené des actions sur le terrain, la manifestation... Mais quelles sont les retombées? Je suis d'accord, la CAPSI a mobilisé, mais quelles sont les retombées? Les 2 derniers événements que le PDCI a organisés, sinon les 3 derniers, il y a eu le meeting du PDCI. La CAPSI n'y était pas. Il y a eu la marche, la grande marche populaire que nous avons vue sur le Latri, qui a paralysé une partie d'Abidjan. La CAPSI n'y était pas. Il y a eu la signature de la convention. La CAPSI n'y était pas. Il faut comprendre que c'est une affaire des rapports de force. Le PDCI d'abord pas signé une coalition avec la CAPSI qui renferme 25 partis politiques. Vous comprenez? Et après ça, le PDCI laisse 24 partis politiques pour aller signer maintenant une convention d'un front commun avec le PPACI, sachant que tous, la plupart de ceux qui sont à l'intérieur de cette CAPSI-là sont hostiles à l'idée du PPACI, parce qu'on connaît un peu les passifs, on connaît ce qui les oppose. Comprenez que le PPACI a un pouvoir, un potentiel politique qui peut faire la différence s'ils se mettent ensemble. Donc aujourd'hui, ce qui reste à la CAPSI, c'est de se rallier. Vous avez vu la déclaration de Boni-Claverie. La seule chose qui reste à la CAPSI, c'est de se rallier parce que la CAPSI ne peut pas faire la différence. Aujourd'hui, si les 24 partis politiques se mettent ensemble, peut-être même qu'ils ne pourront même pas remplir un site pour organiser un meeting. Disons-nous la vérité. Alors très bien, même avec le PDCI. Non, ça le PDCI. Non, mais le PDCI a montré quand même de la mobilisation de façon impressionnante le 14 juillet dernier. Il ne suffit pas de barrer une route, il ne suffit pas de barrer une route ou bien une voie pour empêcher les gens, pour permettre aux gens de marcher à pied. Vous n'avez pas vu la dernière marche du PDCI? Ça, c'est une massacre. Depuis Sokosé jusqu'à Dekar. Non, quand nous on marche, quand on dit le RHDP sort, tout le monde est fier ce jour-là. On va progresser. Mais à Bobo, on ne sait même pas s'il y avait marche. Mais c'est pas à Bobo, on ne savait pas. Mais attends, figurez-vous que c'était dans une seule zone. Imaginez-vous si c'était en Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir sur la marche parce que... Daoukro, PDCI, bon, vraiment... Vous avez oublié la désobéissance civile en 2020. Moi, je veux
Mais on s'est apprêté. On va progresser un peu. On va progresser parce qu'il faut avancer. Dans le débat, toujours est-il que le PDCI, d'après les images que l'on a pu voir, a pu faire sortir des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Abidjan le 14 juin dernier. Et dans le même temps, il y avait des marches similaires dans d'autres villes de l'intérieur du pays, avec encore des milliers de personnes dans chacune des localités. Comment des milliers de personnes, quelques personnes. Guessant, à quel jeu se livre aujourd'hui Tcham et le PDCI? Le PDCI qui ne quitte pas la CAPSI, qui continue à mener la coalition, et le PDCI qui fonde une alliance avec Laurent Gbagbo, avec le PPACI, et en même temps qui se situe un peu, qui joue sur deux tableaux qui semblent antinomiques de par les positions que l'on sait de Laurent Gbagbo vis-à-vis des leaders clés de la CAPSI, que sont notamment Charles Blé Goudé, Simone Eivé et bien entendu le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Moi, je retiens tout simplement que nous attendons de voir les jours à venir, la posture que le président Laurent Gbagbo aura vis-à-vis de ces partis politiques qui sont membres de la CAPSI. C'est en cela que moi, je salue le communiqué de Mme Boni-Claverie qui, en dépit de cette dénonciation sur un certain nombre de faits, a toujours le ton respectueux, le ton policier, et elle invite par ailleurs, cette invitation, elle interpelle les partis politiques membres de la CAPSI quant à rallier le Front commun. Mais je pense que cette déclaration, ce communiqué aussi, est un appel au président Laurent Gbagbo. Parce que, quoi qu'on dise, il se présente aujourd'hui comme le père de l'opposition, parce qu'on l'a vu à travers la photo. Donc, en tant que père, en tant que quelqu'un qui a marqué... On va laisser finir assez rapidement. Vous aurez l'occasion de rebondir tout à l'heure. Au regard de son parcours politique, on sait que depuis les années 70, il était syndicaliste. 80, il est rentré dans le mouvement politique. Premier opposant au président Houphouët-Boigny. Donc, au regard de ce parcours-là, je me dis qu'il est à même... d'être celui qui peut véritablement renforcer l'alliance au niveau de l'opposition ivoirienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président Tidjane Tcham se positionne comme le catalyseur de cette opposition aujourd'hui. On attend de voir, mais moi je pense qu'il appartiendra véritablement au président Laurent Gbagbo de faire un geste vis-à-vis de ces partis de la CAPSI, parce qu'aujourd'hui, on note qu'il a du mal encore aujourd'hui. C'est vrai que Soro très souvent a tendance à banaliser ce fait, mais quand on a du mal à prononcer ne serait-ce que le nom d'un ex-collaborateur, je pense que ça pose problème. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est à lui aussi de faire un pas vers les partis membres de la CAPSI afin de voir véritablement une union de l'opposition ivoirienne. On vous souhaite, Daniel Boni-Claverie, Pétanquet, vous vouliez réagir? Moi, je souhaite que vraiment la réconciliation commence par les partis d'opposition. Et il faut que les partis d'opposition se prennent sérieusement. Ils vont donner des leçons vraiment à la Côte d'Ivoire et aux jeunes qui les suivent. Vraiment, on ne peut pas comprendre qu'au lieu d'aller travailler sur le terrain, au lieu de produire un programme de société... Quand leurs candidats sont exclus? Non, mais quand même, ils ont des partis politiques. Ils ont des partis politiques et ils peuvent attendre en 2030 pour s'organiser. C'est antidémocratique, ce que vous dites. On n'est pas en 2030 pour s'organiser. Vous leur demandez d'aller sur le terrain. Au fait, ce que moi, ce que je veux, c'est bel et bien la réintégration de leur leader. Non, c'est pas ça. On a vu ce qui se passe en Roumanie, ce qui s'est passé en Roumanie. Si vous ne saviez pas, ils ont enlevé le candidat au premier tour. Mais le parti a mis un autre candidat. Mais le candidat choisi là a gagné les élections. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Non, mais en Côte d'Ivoire, non seulement l'opposition refuse d'aller sur le terrain, l'opposition refuse de travailler sur le terrain. À quoi sert? Mais comment travailler sur le terrain? J'ai envie de vous demander, attends-moi. Quand on n'a pas l'assurance d'aller compétir. Non, moi je vous dis quelque chose. On n'a pas l'assurance parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont absents dans les grandes villes. Ils sont absents partout. Pourquoi je dis ils sont absents? La lutte politique, là, c'est la lutte d'influence. Après une déclaration de Gbagbo, presque tout le monde se moque en ville. Vous ne le saviez pas. C'est que le quand nous on parle, là, quand le docteur Alassane Ouattara finit de parler, c'est relayé partout. Tout le monde a ri. C'est relatif. Non, c'est pas relatif. Votre communication nous, on a combien de communes? Nous, on a combien de communes? Vous êtes membre mais ils n'ont même pas de... Vous avez combien de communes à Abidjan? Très bien. On va avancer calculer. parce qu'il y a plus d'autres sujets.
Oui, à aborder Le RHDP, c'est plus de 120 municipalités. Attention, Jean-Charles Guesson, on va progresser. Mais c'est pas autant d'Alassane Ouattara. Soro Djabiga, assez rapidement, en une minute, est-ce que Tidjane Thiam peut être finalement la solution à ces problèmes qui minent l'opposition et qui peuvent être justement à l'origine de sa cassure est-ce qu'il saura peut-être raisonner un Laurent Gbagbo qui semble toujours garder dents à l'encontre de Charles Goudé, de son ex-épouse ou encore de Afin Guesson? Est-ce que Thiam peut être ce trait d'union-là? En une minute, assez rapidement, avant qu'on ne fasse le tour de table. Nous, on n'a pas besoin de Thiam pour intervenir là-dedans. Nous sommes en Afrique et je vous ai toujours dit que Laurent Gbagbo est un candidat assez mature. C'est quelqu'un qui a quand même fait ses preuves sur la scène politique en Côte d'Ivoire depuis les années 90 jusqu'à maintenant. On sait qu'il a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire de par ses actions, de par ses combats qu'il a menés. Donc je pense que nous sommes à un moment charnière, un moment crucial de la politique de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo saura se mettre au-dessus de ces petits conflits internes-là pour pouvoir privilégier les vrais combats qui les attendent. Actuellement, nous ne sommes même pas à l'heure de la candidature. Moi, j'ai déjà dépassé ce stade des conflits internes qui les opposent, qui ne prononcent pas le nom de X ou Y, tout ça. Mais nous ne sommes même pas à l'étape aussi de la candidature. Il faut mener d'abord un combat par rapport à la réforme de la CEI. Il faut restructurer l'organisation, auditer le fichier électoral. Quand il sera question de parler de candidature, on pourra maintenant réfléchir peut-être dans l'opposition s'il faut désigner ou non un candidat. Vous savez, quelques mois en arrière, les gens se moquaient de l'appel de Benoît. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? L'appel de Benoît aboutit. Vous ne savez pas ce que l'opposition est en train de préparer aujourd'hui, mais je vous dis dans quelques mois, vous verrez qu'il y aura encore une autre surprise plus ravissante que la signature de la convention que vous avez vue là. Moi, ce que moi je retiens assez rapidement, c'est que celui qui se positionne plus en stratège aujourd'hui, c'est le président Tidjane Thiam, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il fait l'éloge du président Laurent Gbagbo, qui aurait fait preuve d'une certaine stratégie. Mais aujourd'hui, vous savez, lorsque le président Tidjane Thiam a fait son entrée en politique, on était très nombreux à critiquer l'homme au regard de sa posture, de sa stratégie. On l'a fustigé. Mais aujourd'hui, il a pris conscience d'un certain nombre de choses. Non seulement il est avec la CAPSI, mais il a le mérite d'aller voir le président Laurent Gbagbo et de faire un front commun. Et aujourd'hui, il se présente comme le catalyseur de l'opposition ivoirienne. Là où le président Laurent Gbagbo a encore du mal à parler à certains de ses ex-compagnons. Et à ce niveau-là, je pense que le président Tidjane Thiam est en train de prendre le leadership, quoi qu'on dise, de l'opposition. On a malheureusement très peu de temps. Très rapidement. Je trouve que Tidjane Thiam est vraiment courageux. Le fait d'aller faire alliance avec quelqu'un qui s'est battu avec son grand-père pendant beaucoup d'années, c'est un courage vraiment à louer. Non, moi je me demande, quelqu'un qui a passé le temps à vilipender ton papa, ton grand-père, que le café qui a insulté ton grand-père, oufoué voleur, mais si tu es oufoutis, moi, vraiment, chez moi, au village, chez les Sénéfaux, on ne peut pas avaler sa vomissure. Maintenant encore, non, pardon. Il a été dénoncé en ce sens par c'était Alassane Ouattara qui a fait le faux républicain avec celui qui venait à peine d'insulter son père qui venait de mourir. Et puis aujourd'hui, quoi qu'on dise, toutes les alliances sont circonstancielles. Ce que moi je veux simplement, c'est que tous les accords signés symbolisent simplement la paresse de l'opposition d'aller sur le terrain. Parce que quand tu vas, si on se levait un matin et puis on sait que tout le monde est fâché, la République sait que tout le monde est fâché parce que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, mais on allait agir. Mais personne. Moi, ce que moi je veux dire assez rapidement, en une minute, moi je veux rappeler, en quelques secondes, je vais rappeler à M. Pitanki qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache que toutes les alliances sont circonstancielles. On a vu le désamour entre le président Bédié et le président Alassane Ouattara. Cela n'a pas empêché les deux personnalités de se réunir le 18 mai 2005 pour réagir, pour créer, assez rapidement, vous créez le RHDP. On va évoluer vers le second. Non, malheureusement, Jean-Richard, on est obligé de vous arrêter. Non, il faut que je vous arrête parce qu'on doit avancer vers le second sujet. On passe maintenant au congrès du RHDP, votre parti politique. Vous étiez ce week-end, les 21 et 22 juin, à votre second congrès ordinaire qui a donné lieu à une démonstration de force populaire. Vraiment.
Voilà, pas de milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont pris d'assaut les gradins du stade Ebimpe. Ce fut vraiment un véritable coup réussi par le RHDP au pouvoir. On va, avant d'entrer dans les débats, regarder cette vidéo de l'entrée dans le stade d'Ebimpe du chef de l'État Alassane Ouattara, triomphalement accueilli par ses militants qui, évidemment, lui ont marqué leur pleine adhésion populaire. Soro Djabiga, la foule était, ce qu'on vient de voir, c'est impressionnant. Le RHDP avait promis faire une démonstration de force largement supérieure à celle que l'opposition nous a montré jusqu'à présent. Le pari semble avoir été relevé quand vous voyez une telle foule en train d'acclamer le chef de l'État à son entrée au stade Ebimpe. Quelle est votre réaction? Ça ne m'impressionne pas. D'accord. Aucune mobilisation d'un président en exercice en Côte d'Ivoire ne peut échouer. Je ne suis pas impressionné. Laurent Gbagbo a mobilisé de son temps. Il a mobilisé au plateau, paralysé le plateau, la place de la République. Il a rempli le stade Félix Houphouët-Boigny en son temps. Le président Alassane Ouattara est un président en exercice. Il dispose des moyens de l'État. Il a tous les ministres, tous les députés. Nous avons vu comment ce congrès, ce meeting a été préparé. Depuis 2 mois, les ministres, les députés, les maires, les directeurs étaient sur le terrain. On se demande à peine s'ils travaillaient. Ils étaient sur le terrain en train de mobiliser. Chaque week-end, chacun était dans sa circonscription électorale, en train d'entretenir les comités de base. Donc c'est une évidence. Mais ce qui est plus décevant, c'est de savoir qu'on paye des gens pour partir. Nous avons vu la vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux en train de distribuer 5 000 francs à chaque militant. Nous avons vu des enfants à qui on donne peut-être du pain ou des sardines. Nous avons vu des militants, d'autres avec des sacs de riz sur la tête. Après 15 ans de gestion, on se retrouve encore à payer des gens pour venir à notre meeting alors qu'on était censé trouver de l'emploi pour eux. On était censé leur permettre d'avoir un toit. Aujourd'hui, on les paye 5 000 francs. Ça traduit la misère des Ivoiriens. Moi, je suis désolé. Jean-Richard Nguesson. Moi, j'ai toute une autre lecture de la situation. Il faut saluer cette forte mobilisation des militants du RHDP parce que, quoi qu'on dise, c'est une belle mobilisation, à part quelques situations, malheureusement, on aura l'occasion d'en parler. Mais je note que le président Alassane Ouattara reste un président populaire, le RHDP reste un parti fort, quoi qu'on dise, et il appartient au regard de ce qu'on a vu de la démonstration de force qui nous a été donnée de voir ce jour-là au stade des PP qui était plein à craquer. Même on a vu les abords du stade aussi avec une mobilisation très forte des populations. Il appartient véritablement à l'opposition, au regard de ces images-là, de se mobiliser si éventuellement, au soir d'octobre 2025, ils veulent prendre le pouvoir. Toubani Pétanki, c'est votre parti, vous étiez au Congrès, bien sûr? Bien sûr. D'accord, d'abord décrivez-nous assez succinctement l'ambiance qui y a prévalu, puisque vous avez également été au cœur de la préparation de ce congrès. Mais au-delà de cela, quand vous regardez ces images, avec cette population, cette masse humaine qui semble acquise à votre leader, que vous souhaitez voir empilé pour un autre quinquennat, qu'est-ce que cela vous inspire comme réaction? Un seul mot à l'endroit du président de la République, merci. Merci, 1000 fois merci. Parce que le président Alassane a permis à la Côte d'Ivoire de se retrouver, à toutes les régions de Côte d'Ivoire de se retrouver, à tous les dignes fils de la Côte d'Ivoire de se retrouver, à tous ceux qui rêvent une Côte d'Ivoire développée de se retrouver, à tous ceux qui veulent un modèle parfait de leadership en Afrique de se retrouver autour du président Alassane Dramane Ouattara. Et vous voyez, quand je prends Ebimpe, où on demande au chef de village, vraiment, voici ce qu'on a prévu pour vous, mais ils insistent partout ailleurs, le Congrès a refusé du monde. Et puis, FIPAO, dans notre organisation, ce que nous on a pu faire, vraiment, Dieu merci, on a
on a vraiment travaillé sur les tests. Et tout ce que nous avons proposé comme test en vue de changer les choses à notre volonté. Dans quel sens? Demain, à quel niveau? Partout au Congrès. Parce qu'on travaille sur les tests. Et c'est pourquoi moi je dis tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un problème de tests. Le respect des textes, la rigueur n'est rien d'autre que l'application des tests. Pendant ce temps, le président Ouattara quand vous parlez du respect des tests, vous faites allusion à quoi? Quand vous parlez du respect des tests, vous faites allusion à quoi? Je fais partie de ceux qui sont exclus et qui veulent forcément s'intégrer dans le jeu à 2 mois des élections. Moi, je vais vous rappeler un fait. C'est pas sérieux. Monsieur Pétanqui, permettez-moi. La rigueur, je vais lui rappeler. Moi, je veux savoir, est-ce qu'au niveau des textes, quels sont les changements notables au niveau du RHDP? Des tests, toutes les aspirations profondes des militants ont été prises en compte par le président Alassane. Non, mais c'est une cuisine interne parce que les tests ne sont pas publiés. Mais après, le RHDP est un parti ivoirien. Tous les Ivoiriens ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Non, c'est à l'intérieur. Et c'est pourquoi quand quelqu'un parle aujourd'hui, mon frère parle de sardines, d'argent. Non, non, non. C'est des délégués. Et il fallait avoir... Il se base, je crois, sur des vidéos qui ont circulé. C'est pas des vidéos. Et c'est des délégués. Moi, je te dis, même les anciens membres des structures du RRDR ou bien du RADP, ceux qui n'ont pas droit à des tickets ne pouvaient pas aller sur le terrain. Parce que notre parti, c'est un parti très organisé. Okay. Et Alassane Ouattara, et le président Alassane Ouattara est un homme très sérieux, méthodique. Ce que je voulais dire, d'abord, je veux dire qu'on a vu des enfants au meeting, des mineurs au meeting qui étaient mobilisés. Ça, c'est quel meeting? Devant la maison du PDC ou bien dans notre meeting? Non, au stade de Bimpe. Maintenant, vous avez parlé du respect des tests. Il y a l'impression que votre applicabilité des tests se fait en géométrie variable. Avant l'élection de 2010, le président Gbagbo a validé la candidature du président Alassane Ouattara. Il n'a pas validé. Et de l'ex-président Henri Konan Bédié. Mais ce que vous... Sur la base de volonté politique. Ça sera à vous de répondre. Sur la base de volonté politique. Le président Henri Konan Bédié ne remplissait pas les conditions. On n'a pas considéré des tests. Il a privilégié l'intérêt national, c'est-à-dire la paix, pour pouvoir accepter sa candidature. Il a pris sur lui-même. Le président Henri Konan Bédié, dans les dossiers à fournir pour être candidat, il fallait une visite médicale. Et il y a un médecin désigné pour le faire. Le président Henri Konan Bédié allait faire sa visite médicale en Europe. Ça ne devait pas passer, ce n'était pas valable. Ils ont signé. Le président Alassane Ouattara est allé à Ouaga, à la suite des accords politiques de Ouaga. C'est là que sa candidature a été acceptée. Mais il n'y a pas eu de respect des tests à ce moment. Pourquoi aujourd'hui vous voulez imposer des tests à des gens? On va lui permettre de répondre. Non, vraiment, moi je m'excuse. Gbagbo n'a pas permis à Alassane. Et Gbagbo a dit devant toute la nation, et les VAR sont là, que 1000 fois, tant que lui sera président de la République, Alassane ne sera jamais président. Vous avez vu les dossiers de candidature du président Alassane? Oui, mais on a vu. Mais imaginez un peu si c'est l'inverse et que la candidature d'Alassane n'était pas respectée. Où on peut dormir aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec cette masse que vous avez vue. Or, nous, on a refusé du monde. Pourquoi? Mais parce que écoutez, au lieu de travailler sur le terrain, le président Alassane Ouattara a travaillé à construire un grand parti. Et aujourd'hui, il parle de parti-nation. Mais là, attention. Alassane a construit un grand parti. Je me permets de vous arrêter. Les autres veulent prendre l'escalator. C'est-à-dire, au lieu d'aller travailler sur le terrain, ils préfèrent signer des conventions, des dialogues politiques. On est fatigué. Juste pour 30 secondes. Là, vous aviez dit tout à l'heure que Laurent Gbagbo n'a pas pris de décret favorisant la candidature de votre leader, mais pourtant... C'est avec l'article 48. Non, pas l'article 48, parce que nous, on se souvient très bien, parce que le président Ouattara a dit à un moment donné, en 2000, que des dispositifs ne me permettent pas d'être candidat. Donc, je ne serai pas candidat. Alors, en 2007, 2008, oui, il nous a dit. Il nous a dit. Mais maintenant, ce que vous oubliez de dire, il y a l'Assemblée nationale qui a été mobilisée au temps de Bédié pour dire que même si Alassane fournissait les certificats de nationalité, non, 1000 là, fois, on n'allait pas. Non, non, ne faudrait pas qu'on fasse marche arrière de façon improductive. Non, parce que je ne veux pas revenir sur tout parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est que Laurent Gbagbo a pris un décret. Non, il n'a jamais pris de décret. 48 pour permettre à M. Ouattara d'être candidat. Jean, j'ai une autre question peut-être à M. Pétanqui. Moi, je voudrais revenir sur le congrès à proprement parler. Vous avez certainement parlé du bilan.
d'exercice au niveau du RHDP. Et qu'est-ce qui est ressorti en termes de bilan? Qu'est-ce qu'on retient? Le bilan, tous les militants du RHDP sont contents. Même ceux qui n'ont pas eu gain de cause au mandat du président sont contents parce qu'on est fiers d'avoir soutenu le président de la République. Parce qu'il a fait avancer la Côte d'Ivoire de manière notable. Et tout le monde, au plan diplomatique, au plan économique, au plan infrastructurel, même au plan des mentalités, les gens se plaignent. Il y a tant, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas tant. Non, mais on ne peut pas, on a cassé ici, on ne peut pas construire, faire le développement avec une mentalité du sous-développement. On ne peut pas développer un pays avec des infrastructures du sous-développement. Je suis désolé. Est-ce que vous pensez que lors de ce congrès-là, la démocratie a prévalu? Parce qu'on entendait des candidatures qui se dégageaient, mais malheureusement... on allait, moi je vous ai dit, les pré-congrès ont eu lieu. Au cours des pré-congrès, tu pouvais tout dire. Et tu pouvais proposer. Tous les militants ont proposé unanimement dans toutes les villes, dans toutes les régions, que le président Alassane Ouattara soit reconduit comme président du parti, ensuite comme le candidat. Vous parliez tout à l'heure. C'est ça la démocratie. Vous parliez tout à l'heure du développement au plan économique, au plan diplomatique, tout ça. Oui. Mais il y a des couacs. C'est factuel. Oui. En octobre dernier, la Côte d'Ivoire a été mise sur la liste du Gafi. Sur la liste grise. Oui. Dans ce mois de juin là, oui. On nous a mis sur la liste noire de la Commission européenne. Oui. Quelques jours après, nous faisons partie de la liste noire des États-Unis, la liste des pays qui bientôt n'auront plus de visa parce qu'il y a un problème sur notre... Qui pourrait ne plus avoir de visa pour aller aux États-Unis. Parce qu'il y a un problème de fraude sur notre nationalité. Ce que vous ne saviez pas, c'est vous avez une chance avec le docteur Alassane Ouattara. Cette chance-là était je viens, ceux qui voyagent, ils vont vous dire, la dernière fois, j'ai quelqu'un qui est quitté au Canada et il y a des premiers ministres qui ont été déshabillés. Il y a des députés qui ont été déshabillés. Des autres pays, même des vice-présidents qui ont été déshabillés et fouillés à l'aéroport. Mais la délégation ivoirienne, allez-y, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Pour répondre à la question de façon précise, et ce qu'il a demandé, c'est aujourd'hui, il y a des classements internationaux qui tendent justement à discréditer le discours. Sur 14 points demandés à la Côte d'Ivoire, nous sommes déjà à 13 points. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. 13 points en cours, enclenchés depuis quand? Depuis la sortie du classement du Gafi. Non, c'est pas maintenant. En octobre dernier. On a été même félicité. Mais vous voyez, vous laissez ce côté. Non, et vous voyez, ce qu'il faut faire remarquer, Bali Pétonki, c'est que je crois que c'était dans le mois d'octobre 2024 quand le Gafi sort ce fameux classement qui n'honore point notre pays. Et on suppose que d'octobre à juin, normalement, des progrès aurait dû être enregistré puisque l'État de Côte d'Ivoire s'y est attelé systématiquement. On constate qu'au mois de juin, à l'évaluation de la Commission européenne, on semble même regresser de passer de la liste noire, de la liste grise, à la liste noire. Mais pourquoi? Parce que les progrès qu'on tente d'effectuer ne sont pas assez convaincants? C'est ce que je voulais vous dire. Le verre plein à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est que c'est la même chose. Donc moi, je voulais vous dire, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors vous reconnaissez qu'en termes de bilan, il y a beaucoup de choses à Ouattara a travaillé à repositionner la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de l'indice de sécurité, vous voyez, nous, on ressemble un peu aux pays développés. L'indice, non, aux pays développés comme la France, les États-Unis. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, il est bon de reconnaître que vraiment le président a fait un pas qualitatif vers le développement, vers le progrès. Et ce que vous dites, moi je pense que c'est un processus enclenché. C'est vrai, tu peux bien faire quelque chose, mais on peut te dire, bon, attention, il y a telle chose. Et c'est là, les organismes internationaux sont des organismes de contrôle. Mais Alassane n'est pas hermétiquement fermé à ces organismes de contrôle, il en crée. Donc moi je pense que ça va trouver solution. Monsieur Pétonki, le discours du président était très attendu par les militants. Quel est votre état d'esprit? Non, ça sera le troisième sujet, parler de sa candidature. Là, une question que j'ai envie de vous demander assez rapidement, c'est est-ce que vous avez l'impression, bon c'est clair que vous serez d'accord avec ce que je vais formuler comme question, que la mobilisation à laquelle on a assisté est le symbole d'une adhésion populaire marquée envers votre leader? Oui. Moi, je pense que c'est une manière de dire merci au président de la République. Toutes les régions. Pour les militants parce que tous les militants
imaginons un peu, le taux d'électrification était à 33% en Côte d'Ivoire. Quand je prends l'est de la Côte d'Ivoire jusqu'au nord-est de la Côte d'Ivoire, quand vous voyagez d'alors, depuis avant 2010, mais on voyait comme si c'était des bougies allumées qui symbolisaient la présence du courant. Mais aujourd'hui, non, mais c'est pas possible. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'électrification, c'est réel. Et aujourd'hui, on parle de 33 jusqu'à 94. Après l'achèvement du programme PPT. Mais il y a 94% de taux de couverture nationale. Mais moi, je pense que quelqu'un qui est habitué au noir et qui voit la lumière, il ne peut que dire merci au président de la République, il ne peut que dire merci au RHDP. Et c'est là, vous voyez. Et ce que vous ne saviez pas, dites à vos partis, M. Diabiga, dites à vos partis qu'ils sont, on ne les écoute pas. D'accord. Mais ce qu'il faut noter, ce qu'il faut noter, c'est que la Côte d'Ivoire bénéficie en 2012 du point d'achèvement du programme PPTE, qui permet au pays de bénéficier de financements supplémentaires, ce dont les régimes précédents n'ont pas bénéficié. Laurent Gbagbo, par exemple, semble faire son avocat, on n'a pas bénéficié. Il a même géré un pays qui était divisé en deux par une rébellion armée. Et pourtant, il n'a pas bénéficié de ces mêmes avantages-là. Le PPTE permet également l'allègement substantiel de la dette ivoirienne. Donc, en termes de contexte, le président Ouattara prend le pays comme s'il glanait le fruit du travail de ses prédécesseurs. Je parle notamment d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo. Alors, parlant de mérite, est-ce que véritablement le RHDP peut comparer son bilan actuel à celui des prédécesseurs du président Ouattara, d'autant plus que le RDR, en son temps, a co-géré le pouvoir avec le FPI au sein d'abord d'un gouvernement d'union de 2002 au déclenchement de la guerre, ensuite pendant tout le reste du processus de paix. Alassane Ouattara était un bâtisseur et ce n'est pas sa première fois. Au moment où la Côte d'Ivoire était dans le miasme morbide, où la Côte d'Ivoire était dans les problèmes, où Gbagbo Laurent criait et humiliait le grand-père de Tidiane Thiam. Alassane avec qui Ouattara a fait alliance, le premier oufotiste en 94-95. Alassane est venu aux rescousse. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous ne savez pas, mais moi j'ai eu la chance d'écouter Charles Djibi Kofi. 30 secondes. J'ai eu la chance d'écouter Charles Djibi Kofi. Et Charles Djibi Kofi montre totalement comment ils ont pu aboutir au point d'achèvement PPTE. C'est l'œuvre du président Alassane Dramane Ouattara. Et puis ça ne suffit pas. Vous ne saviez pas que vaut Alassane dans l'économie mondiale. Très bien. C'est ça. Il est respecté. Et puis les gens le respectent. Et puis les gens lui donnent. Ce qui s'est passé à la BAD actuellement. Les gens savaient beaucoup de respect. Et vous prenez, vous suivez des gens qui ne peuvent même pas voyager au Burkina ni au Mali. Vous venez vous commander. Tidiane a parcouru le monde entier. Il a parcouru combien de villes, combien de pays. Vous parlez de Laurent Gbagbo, je dois évoluer sur cette question-là. Non, on ne pourra malheureusement pas, désolé Soro Diabiga, parce que le troisième sujet est tout aussi alléchant et on n'a que 5 minutes pour l'aborder. On va d'abord écouter le discours du président qui, pour certains observateurs, a déçu ses partisans les plus fiévreux qui s'attendaient à une déclaration de candidature pour un 4e mandat. La candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Oui. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à
Coulibaly Pétanquet, vous êtes dans les gradins du stade de Bimpe. Oui. Vous vous attendez à la réponse du chef de l'État. Je suppose que comme tous les autres militants de votre parti, vous souhaitez qu'il confirme sa volonté d'être candidat en octobre prochain et vous entendez ce discours. Quel est le sentiment qui vous habite tout de suite? Un sentiment de satisfaction, de libération. Parce que le président Ouattara est un homme très sage et il ne prend pas les décisions dans la rue, à la Sorbonne ou bien dans les agoras. Le président Ouattara est un homme très réfléchi et moi je pense que ça pouvait étonner beaucoup de personnes, mais ceux qui suivent le président depuis 1993, comme nous autres, moi je savais que Ouattara n'allait rien dire. Alors, et vous y il nous a attendiez habitués à ça. En 2005, je te jure, où c'était plus grave, 2004, nous on a fait des congrès comme d'habitude. On a voulu que le président ne rentre pas parce que les escadrons de la mort faisaient ravage, tuaient partout. Mais vous savez ce que le président nous a dit? Oui, le président a insisté contre la volonté politique. Il a fait la convention à l'hôtel du Golfe. Il est venu et ça a étonné tout le monde. Très bien. Voilà. Le président, 30 secondes. Mais en 30 secondes chacun. Est très charismatique. Est-ce que non, en 30 secondes chacun, c'est parce qu'on a vraiment plus de temps, désolé. Mais votre réaction, est-ce que pour vous c'est une déception pour les militants du RHDP ou pour ses partisans? 30 secondes chacun. C'est une déception. Monsieur Pétanquet, même qui est assis ici, était dessus, il ne va pas l'avouer. Tous les militants du RHDP s'attendaient à ce que le président Alassane Ouattara accepte leur appel. Non, ils attendaient à ce que le monsieur accepte leur appel. Je ne peux pas accepter. Vous avez entendu son propos. Il dit à mon âme et conscience. Moi j'ai analysé, j'ai disséqué son discours. À mon âme et conscience, c'est rare que le président Alassane Ouattara emploie ça. Ça veut dire, votre appel ne va pas m'influencer. Je vais aller réfléchir. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, le 4e mandat est très délicat. Jean-Richard Guesson. Moi, je retiens tout simplement que le président Alassane Ouattara démontre une fois de plus qu'il est le maître de l'horloge politique. Merci. Et il se positionne aussi en fin stratège. Merci. Il dit dans son discours, lorsqu'on l'écoute, qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Et il estime que le moment est mal choisi pour faire une déclaration, vu qu'il est en face des militants du RHDP. Je pense qu'il va choisir une toute autre occasion pour s'exprimer sur la question, soit à la veille de l'indépendance ou dans une autre circonstance, pour véritablement exprimer sa volonté d'y aller ou de ne pas y aller. Après, c'est le RHDP qui compte le reconduire comme candidat, donc c'est pas toute la Côte d'Ivoire. Coulibaly Pétanquet, de façon claire, d'aucuns supputent déjà sur la potentielle désignation d'un candidat en lieu et place de Ouattara. Est-ce que vous accepteriez l'idée, j'en viens, que peut-être le vice-président qui fait partie des figures putatives pour succéder au président Ouattara soit coopté par le parti ou même Patrick Hachi, le président du Congrès? Est-ce que déjà dans votre esprit vous préparez un tel schéma? On va épiloguer. La base a déjà choisi. Et la direction du parti a déjà choisi, les structures du RHDP ont déjà choisi. Est votre plan de A à Z? Non, ce n'est pas le plan de A à Z. Mais le président a accepté, il nous a compris. Mais il dit... Il n'a pas accepté. Il dit il n'est pas dans le milieu parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Mais c'est pas tous les Ivoiriens. Il va trouver l'occasion. Mais sa position, sa candidature engage toute la Côte d'Ivoire. C'est la signature qui engage. Il est le président actuel. Donc, si vous voulez, le jour Alassane va vous s'adresser à la nation, éteignez vos télévisions. Mais Alassane va s'adresser à vous, à toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'on se rappelle qu'en 2020 également, pour prendre sa décision, il avait fait dans une déclaration officielle. Il nous reste vraiment très peu de temps, malheureusement, à peine quelques minutes pour votre revue de presse, Jean-Richard Guesson. Je pense qu'on va y aller avant de permettre à Coulibaly Pétanquet de conclure. Merci. Ouvrons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan comme de coutume qui revient également sur le 2e congrès ordinaire du RHDP et évoque la candidature à la présidentielle 2025 et barre à sa une. Ouattara ne dit ni oui ni non. Et le journal barre à sa une en une séquence de la déclaration du président Alassane Ouattara. Je prendrai dans les jours à venir, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Le journal barre à sa une également les déclarations de Timoko Meïle Koné, le vice-président, qui s'est positionné en rassembleur, appelle à l'unité, à la paix et à la solidarité. Et le journal félicite par ailleurs la mobilisation et la sécurité en mettant en lumière l'ex-premier ministre Patrick Hachi, Marietou Koné ou encore Amédée
Kwaku. Et puis poursuivons cette revue de presse avec le journal gouvernemental Fraternité Matin qui revient également sur le deuxième congrès du RHDP. Alassane Ouattara, je vous ai entendu, ma réponse dans quelques jours. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Le jour plus revient également sur les déclarations du président Alassane Ouattara face à ses militants, face aux supplications de ses militants. Je vous ai entendu, je vous ai compris, les non-dits d'un discours, les à côté d'un congrès historique. L'avenir revient aussi sur le deuxième congrès du RHDP et barre à sa une, je vous ai compris, l'Inter ne dit pas autre chose, candidat ou pas à la présidentielle, Ouattara, le suspense jusqu'au bout. Et puis poursuivons cette revue de presse avec Soir Info qui évoque également le deuxième congrès ordinaire du RHDP. Ouattara promet sa décision dans quelques jours, dans les jours qui viennent, tous les détails d'une mobilisation record. Le patriote proche du RHDP barre à sa une. Le RHDP appelle Alassane Ouattara à être candidat. Président, ne nous abandonnez pas. Et puis le nouveau réveil revient sur les rassemblements du RHDP tenus les 21 et 22 juin, le congrès de toutes les violations. Candidature à la présidentielle 2025, Ouattara donne une douche froide à ses partisans. Le journal proche du PDC RDA nous informe que dans le district des montagnes, le PDC RDA inondement et exige la réinscription de son candidat, le président Cham. Notre voix proche du FPI évoque le deuxième congrès. Ouattara fait ses adieux, son message à ses cadres, le dernier de sa génération, le chef de l'État pris au piège. Le quotidien d'Abidjan évoque la conférence de presse tenue par Damana Picasse. Ouattara s'est exclu définitivement du processus électoral. Et puis terminons cette revue de presse avec notre voix, la voix originale, face au défi du contexte politique actuel. Les jeux du PPAC appellent à une présidentielle inclusive. Merci Jean-Richard Nguessan. Le temps malheureusement ne nous permet pas d'enregistrer des réactions sur ce plateau. Klubali Petonki, toutes nos condoléances pour les décès enregistrés lors de ce congrès avec l'accident de circulation qui a coûté la vie à au moins 2 personnes, des congressistes venus de Korogo qui malheureusement ont perdu la vie. C'est aussi votre localité d'origine. Oui. Voilà toutes nos condoléances en espérant que la prochaine fois, les choses seront mieux organisées. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc ici que l'on s'arrête pour l'Intelligent Club de ce lundi. On va se dire au revoir et à demain mardi.